Tu vois cet avion, c'est un A330, un modèle que la compagnie Air France utilise massivement depuis les années 90 pour ses vols long courriers. Au début des années 2000, il est considéré comme l'un des appareils les plus fiables et les plus modernes alors en service. Pourtant, dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009, c'est bien à bord de cet avion qu'une nuit d'horreur va se dérouler. Alors qu'il passe au-dessus de l'Atlantique, le vol Air France 447 reliant Rio de Janeiro à Paris cesse d'émettre sur les écrans radars. L'Airbus et ses 228 passagers viennent purement et simplement de se volatiliser dans le ciel. Sauf qu'un avion, ça disparaît pas comme ça. Et quand ça arrive, en général, les nouvelles sont pas super. Et la vérité qui va émerger au fil des découvertes marquera à tout jamais l'histoire de l'aviation moderne. Il est 19h ce 31 mai 2009 à l'aéroport international de Rio au Brésil. Les allées et venues des nombreux avions qui passent par cet aéroport à la vue spectaculaire se succèdent, pendant que des centaines de passagers se pressent dans le terminal en faisant rouler leurs valises. Ils espèrent tous être celui qui réussira enfin à passer sa bouteille d'eau au contrôle malgré les 36 panneaux d'interdiction. Parmi eux, plus de 200 personnes s'apprêtent à embarquer à bord de l'Airbus en direction de Paris. Et non, personne n'a réussi à passer la bouteille. Certains sont des touristes qui rentrent après de belles vacances au soleil, d'autres des voyageurs d'affaires, des étudiants, ou encore des expatriés et familles avec enfants. Mais comme pour la plupart des vols, il faut aussi compter sur la présence de personnalités politiques et de célébrités. C'est notamment le cas du prince Pedro Luis de Orléans y Bragança, descendant de la famille impériale du Brésil, qui s'enregistre pour un séjour en France. En somme, ce sont 228 destins différents réunis le temps d'une traversée de l'Atlantique à bord d'un avion à la pointe de la technologie. Eh oui, l'A330 est conçu pour voler presque tout seul. Il est tellement automatisé que les deux pilotes n'ont à intervenir que 2 fois sur ce genre de vol long courrier, au décollage et à l'atterrissage, ce qui équivaut à environ 10 minutes de manœuvre. À part ça, c'est le pilote automatique qui se chargera des 11 heures de vol prévues entre Rio et Paris. 10 minutes de travail sur 11 heures, je crois que j'ai raté mon orientation. Mais bon, il a beau être révolutionnaire, l'A330 n'en est pas non plus à ses premiers essais. Il est en service commercial depuis les années 90, donc largement éprouvé et bien connu des pilotes. D'ailleurs, depuis son lancement, aucun crash n'a jamais été à déplorer. À ce moment-là, c'est même l'argument fort d'Airbus, qui se vante d'avoir créé un avion indécrochable. C'est donc en toute sérénité que l'équipe de pilotage se prépare comme à son habitude avant le décollage. Ils sont 3 ce soir-là. Tout d'abord, il y a le commandant, Marc Dubois, un homme sérieux et un pilote chevronné, qui cumule plus de 30 ans de carrière chez Air France, et qui a aussi une très bonne expérience de l'Airbus A330. Il est secondé par David Robert, qui vole depuis une petite dizaine d'années, et du deuxième copilote, Pierre-Cédric Bonin, dont l'épouse fait partie de la liste des passagers. C'est aussi le moins expérimenté des 3. Comme ses confrères, Pierre-Cédric est formé au pilotage manuel, mais il fait aussi partie de ces nouveaux pilotes qui sont habitués à voler avec une assistance quasi permanente, et des systèmes presque tous automatisés. Ce qu'on peut considérer comme une lacune n'en est pas vraiment une à bord d'un A330 qui vole en rythme de croisière avec le pilote automatique. Mais il faut espérer qu'aucun problème technique n'oblige le pilote à reprendre le contrôle manuel des commandes, surtout dans des conditions difficiles ou inhabituelles. Quoi qu'il en soit, toutes les analyses sont faites avant le décollage. Perturbations météo éventuelles, altitude et trajectoire prévues, plan de vol, état de l'appareil, système de navigation. C'est une routine presque mécanique, mais rien n'est laissé au hasard. Bien souvent, sur ce type de vol de nuit, les pilotes se relaient pour que chacun puisse bénéficier de quelques heures de sommeil. Ce soir-là, ce sont donc Pierre-Cédric Bonin et le commandant Marc Dubois qui s'installent en premier aux commandes, pendant que le second copilote, David Robert, se repose dans sa couchette. L'avion décolle enfin à 22h29 heure française, une fois la totalité des contrôles réalisés et les 216 passagers embarqués. Il doit atterrir à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle le lendemain matin, à 11h03. C'est précis, ponctuel, et c'est tout l'inverse de moi quand je dis que j'arrive dans 5 minutes. Pierre-Cédric Bonin prend les commandes du décollage et des premières minutes de vol, pendant que Marc gère le contact radio avec la tour de contrôle. Dans la cabine, les hôtesses et stewards passent entre les rangées de sièges pour distribuer le repas du soir aux voyageurs qui se sont confortablement installés pour la nuit. Les lumières se tamisent, les conversations s'adoucissent, et les hublots s'assombrissent à mesure que le vol 447 s'enfonce dans la nuit. Dans le cockpit, le commandant de bord prend contact avec le contrôle aérien brésilien, un peu avant 1h du matin. Récif, Air France 447, bonsoir, niveau 350. Le terme Récif désigne le centre de contrôle de Récif, au Brésil, à qui Marc Dubois s'adresse en entrant dans leur zone de contrôle au-dessus de l'Atlantique. Il donne l'indicatif du vol, puis indique le niveau 350. Autrement dit, il les informe du fait que l'avion vole actuellement à 35 000 pieds d'altitude.
Cette formulation très standard de la communication aéronautique est particulièrement importante, parce que le ciel, c'est un peu une autoroute de nos jours. Pour faire simple, il existe en quelque sorte des couloirs de vol, ce qui veut dire qu'un autre avion peut très bien se trouver au-dessus ou en dessous du vôtre. C'est la raison pour laquelle il est capital de préciser sa trajectoire, et de la suivre scrupuleusement. D'ailleurs, les contrôleurs aériens brésiliens répondent au commandant en lui demandant de conserver la même altitude. Rien d'exceptionnel dans cet échange, c'est la routine pour l'équipe de pilotage qui laisse le mode automatique gérer l'appareil après cette dernière validation. À cet instant, le vol est en croisière stable dans la zone océanique contrôlée par Recife. Rien ne laisse alors imaginer que l'Airbus est sur le point de disparaître au milieu de l'Atlantique et d'ouvrir l'un des chapitres les plus mortels de l'histoire de France. Bon, tout est calme dans l'A330. Malgré le ronflement des moteurs qui se superposent aux lumières des commandes, c'est même un silence écrasant qui domine dans le cockpit. Et pour cause, les pilotes savent très bien que la partie de l'océan qu'ils sont en train de survoler se fait sans couverture radar, et donc quasiment sans communication avec l'extérieur. Dans cette fourchette de temps qui peut s'étirer entre 3 et 4 heures, l'avion n'apparaît plus en direct sur les écrans radars de Recife. Le commandant de bord peut uniquement transmettre sa position lors de différents points de passage, rien de plus. Entre deux messages, l'Airbus disparaît alors dans l'immensité de l'océan, presque seul au monde. Puis, comme des milliers de vols avant lui, l'AF447 est censé réapparaître sur les écrans de contrôle de Dakar, au Sénégal. Un échange radio prévu à 4h20 du matin doit d'ailleurs confirmer son passage dans cette nouvelle zone de contrôle. Sauf qu'il n'arrive pas. Forcément, les premières minutes qui suivent cette absence inhabituelle interrogent. Les contrôleurs aériens lancent un, puis plusieurs appels radio à l'intention de l'équipage de l'A330. Mais ces derniers restent tous sans réponse. Pourtant, c'est sûr, il n'y a aucune erreur de calcul. À cette heure-ci, le vol Rio-Paris doit être visible et sous couverture radio. Selon la procédure, c'est le début de la phase dite d'incertitude, qui s'ouvre quand un avion censé entrer en contact avec les contrôleurs aériens ne le fait pas. À ce stade, le message radio tant attendu peut encore arriver d'une minute à l'autre. Il est possible que le pilote censé le passer ait pris quelques minutes de retard, ou qu'il s'agisse d'un autre souci mineur. Mais les minutes deviennent bientôt des heures. À 7h45 du matin, le doute se mue en une horrible certitude. Quelque chose de grave est en train de se produire. Les responsables prennent alors la décision de passer au niveau d'alerte supérieur et ouvrent une cellule de crise à l'aéroport Charles de Gaulle. Ils tentent par tous les moyens de localiser et de contacter l'équipe de pilotage du vol AF447, notamment en lançant des appels non seulement aux différents contrôleurs aériens de la zone atlantique, mais aussi aux avions en vol sur cette trajectoire. Là encore, rien. C'est comme si cet avion et ses 228 passagers s'était évaporé en plein vol. Sauf qu'un avion, ça disparaît pas comme ça, et 200 personnes non plus d'ailleurs. Alors, où est-ce qu'il se trouve ? La réponse à cette question est primordiale, mais elle est surtout d'une urgence capitale, car d'ici 1 heure à peine, l'A330 aura épuisé toutes ses réserves de carburant. C'est donc la vie de tous les passagers et membres d'équipage qui est en jeu. Une course folle contre la montre débute à Paris avec le déclenchement de la 3e et dernière phase du protocole. La phase de détresse, c'est le plus haut niveau d'alerte prévu par les procédures aéronautiques. Il est activé quand on estime que l'avion et ses occupants sont menacés d'un danger grave et imminent, ou lorsqu'on soupçonne le pire, un crash. Les opérations de sauvetage et de recherche sont lancées, sans perdre une seconde de plus. À 11h04, les premières équipes de secours se rendent à la dernière position supposée de l'appareil, c'est-à-dire dans cette zone muette, au milieu de nulle part, au-dessus de l'Atlantique, entre les côtes brésiliennes et africaines. Mais même avec des estimations de trajectoire assez précises, autant dire que le secteur est gigantesque. Ce sont des milliers de kilomètres carrés d'un océan interminable qui sont scrutés à la loupe pendant des heures, sans aucun résultat. Les secouristes français et brésiliens ne trouvent pas la moindre trace de l'appareil à la surface de l'eau. Et malgré tous ces efforts, personne ne peut stopper le temps. L'heure que tout le monde redoute arrive. D'après les calculs, les réservoirs de l'Airbus sont maintenant vides. À cet instant, une terrible évidence s'impose aux sauveteurs. Si l'avion n'est plus en vol, ça signifie qu'un drame s'est forcément produit quelque part dans l'Atlantique. Et pour les familles qui attendaient encore à l'aéroport, c'est le choc. La cellule de crise, mise en place autour de cette catastrophe hors du commun, accueille les proches des disparus. Sauf que personne n'est vraiment en mesure d'apporter des réponses aux questions que tout le monde se pose. La seule et unique information qui leur est transmise, c'est que le vol AF447 s'est perdu au-dessus de l'océan. Les heures qui suivent sont cauchemardesques. Les pleurs et les cris ont remplacé le brouhaha habituel dans le terminal. Cette absence de réponse, cette incompréhension, est un enfer.
pour tous ceux qui ne peuvent qu'imaginer leurs pires angoisses prendre forme en direct. Certains pressentent le pire et y font déjà face, quand d'autres s'accrochent à l'infime espoir d'une fin miraculeuse. Cette tragédie est tellement hors norme qu'elle pousse même le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, à prendre la parole devant les caméras. Il annonce officiellement que la trace de l'Airbus a été perdue dans la nuit, et que personne ne sait précisément ce qu'il s'est passé, ni ce qu'il est advenu des 228 passagers et membres d'équipage présents à bord. Son message est prudent au vu du manque d'informations, mais malgré tout réaliste. Il n'y a presque aucun espoir de retrouver des survivants. Les premières hypothèses évoquent un accident brusque, et ce, pour une raison particulière. Il n'y a eu aucun message d'alerte envoyé depuis l'avion. Donc on imagine que soit les pilotes ont été surpris et n'ont pas eu le temps de réagir, soit ils ont été dans l'incapacité de le faire. Mais cette piste fait pas vraiment avancer les choses, car ce cas de figure peut tout aussi bien correspondre à une explosion de l'appareil qu'à un attentat, ou une simple panne technique qui aurait eu un effet boule de neige. Certains responsables d'Air France évoquent même publiquement la possibilité que l'avion ait été frappé par la foudre, en traversant une zone orageuse. Ça a beau sonner comme une déclaration officielle par les nombreux médias qui relayent l'information, faut bien comprendre que ce n'est qu'une des nombreuses suppositions parmi toutes celles qui sont mises sur la table. La vérité, c'est que personne ne sait rien. Car la situation ne s'éclaircira pas tant que les restes de l'Airbus n'auront pas été retrouvés. Ça, c'est justement le travail du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse. Cet organisme a été créé dans le but d'enquêter sur tous les types d'accidents qui touchent à l'aviation civile. Dès les premières heures qui suivent la disparition du vol AF447, le BEA est donc déjà sur tous les fronts. Il récupère les dernières communications radio, analyse les plans de vol, vérifie les conditions météo de la zone traversée et collecte le maximum de données techniques. Sauf que cette affaire est inédite pour eux. Habituellement, ils sont en possession de l'épave de l'appareil, et surtout des boîtes noires, qu'on peut comparer à la mémoire de l'avion, et qui renferment les éléments capitaux pour reconstituer les faits. Avec un appareil qui s'est volatilisé en plein ciel, le niveau de difficulté est nettement plus élevé. Mais les experts parviennent quand même à retracer une série de messages informatiques appelés ACARS, et qui ont été envoyés depuis l'Airbus dans les dernières minutes qui précèdent sa disparition. Ce système permet à l'avion d'envoyer des transmissions automatiques, donc sans l'intervention du pilote, à sa compagnie aérienne et au service de maintenance. C'est notamment grâce à ça que l'Airbus communique sa position. Mais aussi, et surtout, l'état de certains systèmes ou les alarmes qui se déclenchent en cas d'anomalie. Ce sont justement ce type d'alerte que le vol AF447 a transmis au centre de maintenance d'Air France. En l'espace d'à peine 4 minutes, ils en ont reçu plusieurs dizaines, et ils sont tous plus glaçants les uns que les autres. Le système signale entre autres une importante perte de vitesse, la déconnexion du pilote automatique, et aussi de nombreuses incohérences et anomalies techniques. Pour les experts du BEA qui connaissent par cœur ce type de transmission, les contours tragiques du drame commencent déjà à se dessiner. À un moment donné, l'avion a forcément décroché. D'ailleurs, c'est précisément le temps qui correspond à une chute à plat depuis 35 000 pieds de hauteur. Sauf que ça n'explique pas tout. Un décrochage ne signifie pas forcément qu'un moteur est tombé en panne, ou que l'Airbus a chuté d'un coup pour s'écraser dans l'océan. Seulement qu'il a perdu sa capacité à se maintenir en vol stable. Pour faire simple, il faut de la portance pour qu'un avion puisse voler. Et ça ne peut se faire que si l'air passe de façon uniforme en dessous et au-dessus des ailes. Ça veut dire que l'aile doit être positionnée à un angle précis pour que l'air accroche correctement sur sa surface. Si cet angle change brutalement, soit en remontant le nez de l'avion ou au contraire en plongeant vers le bas, l'air ne colle plus à l'aile et l'avion n'arrive plus à se maintenir en l'air. Il décroche. C'est un peu comme quand on est à vélo. À une certaine vitesse, il est stable, mais si on ralentit trop, il commence à zigzaguer et on perd l'équilibre. Quand on est bourré aussi. Mais là, le problème, c'est pas l'air. Bon, avec la liste des messages ACARS sous les yeux, les enquêteurs du BEA comprennent donc que quelque chose de dramatique s'est produit entre 4h10 et 4h14 du matin. Quelque chose que même 3 pilotes expérimentés n'ont pas réussi à éviter. Et qui a sans doute précipité l'Airbus et ses 228 passagers tout droit au fond de l'océan Atlantique. Alors oui, d'accord, mais quoi? Ce qu'ils ignorent à ce stade, c'est que la vérité va bien être révélée au grand jour. Sauf que cette enquête complexe et historique mettra plusieurs années avant de livrer tous ses secrets sur ce qu'ont vécu les passagers du vol AF447. Grâce à la découverte des derniers messages d'alerte transmis par l'A330, les agents du BEA sont maintenant en mesure de réduire drastiquement la zone de recherche. Pour ça, ils s'appuient sur ces fameuses 4 minutes de chute libre, en partant de la dernière position connue de l'appareil.
En toute logique, il n'a pu parcourir que l'équivalent de 4 à 5 minutes de vol. En partant du principe qu'un Airbus parcourt à peu près 15 km en une minute, ils parviennent donc à ramener le secteur de l'accident à un rayon de 75 km. Les investigations se concentrent à présent dans ce nouveau périmètre. Et le 6 juin 2009, soit 5 jours après le crash supposé, ces efforts conjugués paient enfin. Les premiers débris de la F447 floqués des couleurs nationales apparaissent sous les yeux des caméras. Des sièges arrachés, des gilets de sauvetage, des masques à oxygène, des bagages et des fragments d'ailes et de cabines. Autant de témoins du choc et de la brutalité de cette catastrophe incommensurable. Pour les proches des victimes, c'est à la fois un soulagement et une douleur sans nom. Certes, ils ne sont plus totalement dans l'inconnu, mais ça n'en rend pas moins les choses plus faciles. Les premières images de ces morceaux de carlingue déchirés en train de flotter au milieu de l'océan font le tour du monde. La France, mais aussi le Brésil et bien d'autres pays sont profondément bouleversés. Tout espoir est définitivement perdu. Les premiers corps sans vie ne tardent d'ailleurs pas à être repêchés et rassemblés par les sauveteurs à Recife, au Brésil. Ce sont en tout 50 passagers et membres d'équipage qui sont retrouvés sur les 228. Il reste donc encore 178 victimes qui dérivent quelque part dans l'Atlantique, ou qui gisent par 4000 mètres de fond, et qui doivent être rendues à leurs familles afin d'être enterrées dignement. En attendant, les autopsies pratiquées sur les dépouilles amènent elles aussi de nouveaux éléments essentiels à l'enquête. Elles permettent d'affirmer que personne n'est mort noyé. Tous les cadavres présentent des polytraumatismes, ce qui confirme que l'avion a heurté la surface de l'eau avec une très forte vitesse verticale. Et à cette allure, c'est comme s'il s'était explosé sur du béton. Il s'est littéralement pulvérisé. En fait, l'impact a été tellement violent que les passagers sont tous décédés sur le coup. Quelques jours après le drame, on sait donc que le vol F447 a subi un décrochage en pleine nuit et qu'il s'est fracassé dans l'Atlantique avec ses passagers. Sauf qu'on comprend toujours pas ce qui a conduit à cette tragédie et ce qui s'est passé dans le cockpit au moment du drame. Pour ça, il est impératif de retrouver les boîtes noires de l'appareil. Seulement, c'est un défi de taille, car elles gisent probablement quelque part au fond de l'océan, où il est impossible d'intervenir à échelle humaine, à cause de la pression et de l'absence de lumière. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'elles sont conçues pour résister à un crash, et qu'elles émettent normalement un signal acoustique censé aider à leur localisation. Mais à 4000 mètres de profondeur, ce signal est faible, perturbé par les reliefs sous-marins, et bientôt silencieux. Les boîtes noires ne sont conçues pour émettre leur position que pendant 30 jours. Alors même si on a trouvé la zone d'impact, c'est presque un combat perdu d'avance. Les robots sous-marins vont devoir fouiller des milliers de kilomètres carrés de fond océanique irréguliers avant que les batteries ne se vident. Des efforts colossaux sont déployés pour gagner cette nouvelle course contre la montre. Les jours défilent, et on ne parvient toujours pas à localiser les précieuses boîtes noires de l'appareil. Au bout d'un mois de fouilles infructueuses, le constat est terrible. Elles ont cessé d'émettre et ont emporté avec elles la dernière chance de comprendre ce qui est arrivé au vol AF447. Pour les familles et les proches des victimes, cette absence de résultats est intolérable. Il faut dire qu'une bonne partie de l'avion a déjà été retrouvée. Un bon nombre de corps, de nombreux débris, presque rien ne manque à l'appel, si ce n'est le corps de l'Airbus et ces fameuses boîtes noires qui renferment la clé du mystère. Et si on leur cachait délibérément la vérité? Durant 2 ans, c'est l'intime conviction que certains vont finir par se forger, malgré le positionnement clair du BE à ce sujet. Tandis que les familles se rassemblent dans leur lutte pour obtenir justice, les agents du bureau continuent désespérément de sonder les fonds marins. Au mois d'avril 2011, le miracle que plus personne n'attendait se produit enfin. Le sonar à haute précision utilisé pour détecter la présence d'objets au fond de l'eau localise quelque chose à l'endroit exact où l'Airbus A330 s'est écrasé. C'est la carlingue de l'appareil, qui repose depuis le 1er juin 2009 à 3900 mètres de profondeur. Les images qui apparaissent sur les écrans des robots sous-marins sont bouleversantes pour tous ceux qui assistent à cette découverte. Alors qu'ils s'attendaient à retrouver un champ de débris étalé sur des dizaines de kilomètres, les experts découvrent une épave encore relativement intacte. Évidemment, l'avion est détruit, mais plusieurs sections de l'appareil sont encore entières. Les moteurs sont à leur place, et de nombreux sièges sont encore disposés dans leur configuration d'origine sur la structure principale. Tout ça suggère très fortement que l'Airbus était encore entier au moment de l'impact, donc il n'a pas explosé, ou perdu un moteur en vol, comme certaines personnes le suggéraient. Au bout de quelques minutes d'observation, c'est une toute autre vision qui retourne l'estomac des enquêteurs. Les derniers disparus sont là, dont certains sont encore attachés à leur siège par la ceinture de sécurité. Quelques heures seulement après cette découverte, le BEA rend ses images publiques.
Ce bond dans l'enquête va non seulement permettre d'avancer dans la reconstitution de l'accident, mais aussi et surtout de retrouver un peu d'espoir en ce qui concerne les boîtes noires. Et oui, sur les A330, elles sont toujours installées à l'arrière de l'avion, à l'endroit où elles ont statistiquement le plus de chances de résister à un crash. Alors, avec la découverte du fuselage, et le fait que tous les morceaux de l'appareil soient regroupés, il y a de bonnes raisons d'espérer qu'elles ne soient pas très loin non plus. Et ils ont raison. Quelques semaines plus tard, les 2 boîtes noires sont enfin retrouvées. Le FDR, qui mémorise les données de vol, et le CVR, qui enregistre quant à lui les conversations dans le cockpit entre le commandant et les copilotes. Par miracle, elles sont restées intactes. C'est une trouvaille qui change tout pour les familles, la justice et tous les pays qui ont vécu cette tragédie de l'intérieur. Grâce à ces dispositifs qui émergent de l'eau après 2 ans, les enquêteurs vont enfin pouvoir arrêter de faire des suppositions et accéder aux faits. Maintenant, ils s'apprêtent à revivre en direct chaque moment de ce vol tragique, du décollage jusqu'aux 4 dernières minutes fatidiques où tout a basculé. Nous sommes dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009. Il est minuit 33 à Paris, lorsque l'Airbus A330 reliant Rio à la capitale française prend contact avec la zone de contrôle Recife, dans laquelle il pénètre. L'avion est en vitesse de croisière. À 10 000 mètres d'altitude, le pilote automatique est engagé et il survole l'océan Atlantique dans des conditions parfaitement normales. Les contrôleurs aériens répondent à ce message. Ok Air France 447, continuez au niveau 350. Puis le commandant Marc Dubois, visiblement épuisé, s'adresse à son copilote, Pierre-Cédric Bonin, assis sur le siège de droite. Il se plaint de ne pas avoir suffisamment dormi la nuit dernière. 1 heure de sieste, c'était pas assez tout à l'heure. Les voix sont alourdies par la fatigue, le ton presque traînant. Mais la conversation reste banale et plutôt ordinaire, comme il y en a des milliers chaque nuit dans les cockpits du monde entier. Un instant plus tard, l'un des copilotes fait tranquillement remarquer à ses collègues qu'ils viennent de passer l'équateur. C'est un détail qui ne transmet aucun signe d'inquiétude. Sauf que Pierre-Cédric Bonin, qui se trouve alors aux commandes de l'avion, remarque qu'il se dirige vers une zone de turbulence. Il s'agit de la rencontre entre des courants d'air venus de l'hémisphère sud et nord, bien connus dans l'aviation sous le nom de poteau noir. Il propose alors à son commandant de passer au-dessus de cette formation nuageuse. Tous les 3 connaissent bien cette zone pour ses orages fréquents. D'ailleurs, lui aussi a aperçu les cellules orageuses colorées sur le radar météo qu'il a sous les yeux. Pour l'avoir fait de nombreuses fois, il sait qu'il suffit juste d'éviter le plus gros de ces cellules en ajustant légèrement la trajectoire de l'avion, à droite ou à gauche. Et en soi, même s'il devait traverser le cœur de l'orage, ça ne représenterait pas un danger pour autant. L'Airbus est même conçu pour encaisser la foudre sans dommage. Alors, à mesure que l'avion progresse, Marc Dubois et Pierre-Cédric Bonin échangent calmement sur la meilleure stratégie à adopter. Après avoir jugé que la traversée pouvait se faire sans danger, ils décident de continuer tout droit, tout en cherchant simplement la meilleure trajectoire à suivre. Au final, rien d'inhabituel pour une traversée de l'Atlantique. Sauf que quelque chose de peu commun se produit au moment où ils pénètrent dans cette formation nuageuse. De petits éclairs bleus crépitent et constellent le pare-brise du cockpit. Il s'agit de feu Saint-Elme, un phénomène rare qui se produit lorsque l'atmosphère est saturée en électricité. C'est impressionnant, mais encore une fois, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. J'arrête pas de dire qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, mais si j'étais dans l'avion, j'aurais déjà promis de devenir quelqu'un de meilleur. En réalité, si la foudre tombait sur l'avion, aucun des 228 passagers présents à bord ne s'en rendrait compte. L'équipe de pilotage est formée à ce genre de situation. Et pour l'instant, tout se passe bien. Même si Pierre-Cédric Bonin s'étonne et dit « On va en prendre une ou quoi ? J'avais pas l'impression qu'il y avait des orages là. » Le commandant Dubois, lui, reste un peu plus stoïque. Il est même tellement confiant qu'il décide de prendre sa période de repos réglementaire à l'arrière du cockpit. Le pilote automatique est enclenché, et la météo a beau être mauvaise à l'extérieur, la traversée reste parfaitement gérable. Rien n'indique encore qu'un problème pourrait survenir. Avant de se lever de son siège, il prévient quand même. Ça va turbuler quand je vais aller me coucher. Il est aux alentours de 3h15 du matin, heure de Paris. Le commandant Dubois s'éclipse et laisse la place à Pierre-Cédric Bonin ainsi qu'à David Robert, qui vient de se réveiller d'une courte sieste à l'arrière du cockpit. Lui aussi n'a que très peu d'heures de sommeil au compteur. Il confie à son plus jeune collègue qu'il n'a fait que somnoler, sans vraiment réussir à fermer les yeux. Bonin le prévient alors qu'ils sont sur le point de traverser une nouvelle zone de turbulence, et que quelques secousses risquent d'être ressenties. L'information est aussi relayée auprès des hôtesses de l'air et des stewards à l'arrière, pour qu'ils puissent prendre leurs précautions et demander aux passagers de boucler leur ceinture. Le ton de la conversation est toujours calme et professionnel. La situation n'a rien d'exceptionnel.
Sauf que dans le ciel, les éléments se déchaînent. Quelques secondes après être entré dans ce nouveau cumulonimbus, une grosse secousse surprend Pierre-Cédric Bonin, qui échange un petit rire nerveux avec David Robert. Heureusement qu'on est en A330, hein. On ferait pas les malins avec un 340 plein. C'est vrai, l'avion est fiable, résistant et moderne. C'est justement ce qui permet au pilote d'avoir une entière confiance dans ses capacités. Mais le second copilote recommande tout de même à son homologue de virer un peu sur la gauche, pour passer à côté de la plus grosse cellule orageuse. Pierre-Cédric Bonin repasse donc en mode manuel, le temps de ce court changement de cap. Seulement, la manœuvre est tardive. Malgré cet écart, l'avion ne parvient pas à éviter complètement l'épaisse colonne nuageuse. Ce que les deux pilotes ignorent à ce moment-là, c'est qu'elle est traversée par une violente averse de grêle. Elle était indétectable sur les radars. Bon, à première vue, c'est surtout plus surprenant que dramatique. Sauf que d'après les boîtes noires, c'est précisément cet événement anodin qui va faire basculer le destin du vol AF447. À 4h10 du matin, le pilote automatique se déconnecte tout à coup, sans raison apparente. C'est le tout premier message à Kars, envoyé au centre de maintenance d'Air France, que le BEA retrouvera ensuite au début de son enquête. Une alarme sonore suit l'arrêt du pilotage automatique, ce qui avertit les deux copilotes que l'avion vient brusquement de passer en mode manuel. Pour Bonin et Robert, c'est l'incompréhension la plus totale. En quelque sorte, l'ordinateur leur dit « Ça devient trop compliqué pour moi, débrouillez-vous ». Le problème, c'est que les deux hommes ne voient pas du tout à quel niveau se trouve le souci. D'après les instruments de bord, tout semble aller parfaitement bien. Malgré tout, Pierre-Cédric Bonin a le réflexe de reprendre tout de suite les commandes manuelles de l'avion. Ce que son collègue et lui ne peuvent pas deviner à cet instant, c'est que les cristaux de grêle ont touché un élément essentiel de l'Airbus. Ils ont bouché les sondes pitot, des capteurs situés à l'avant de l'appareil, et qui sont conçus pour calculer la vitesse de vol lorsque l'air passe à l'intérieur. Cette donnée capitale est ensuite transmise au pilote automatique, qui l'utilise pour stabiliser l'avion. Mais en se logeant dans ces tubes métalliques, la grêle a empêché le passage de l'air. Résultat, l'ordinateur de bord a reçu des données de vitesse soudain très basses et totalement incohérentes, ce qui aussitôt a déclenché le passage aux commandes manuelles. Et ni Bonin ni Robert n'ont reçu de formation pour gérer un indicateur de vitesse erroné, ni pour piloter l'avion à la main dans de telles conditions. Sauf que c'est pas ça le plus grave. L'alarme censée se déclencher pour les avertir d'un dysfonctionnement des sondes pitot n'a pas fonctionné. Si elle avait sonné, ils auraient tout de suite compris d'où venait le problème et ne se seraient pas fiés aux mesures incorrectes de l'ordinateur. Sur le tableau de bord, Pierre-Cédric Bonin et David Robert établissent donc que deux constats à ce moment-là. Le pilotage automatique n'est plus actif et la vitesse est en chute libre. Ils ignorent totalement que cette dernière indication est fausse et que l'avion poursuit tranquillement sa route à la même vitesse. En pleine nuit, et sans aucune visibilité ni ligne d'horizon à laquelle se fier, ils ne peuvent réagir qu'en fonction des données qui apparaissent sur leur écran de bord. Le sang-froid et le calme règnent dans le cockpit, mais il y a visiblement un problème. Et le fait de ne pas pouvoir l'identifier augmente le niveau de stress des deux hommes, qui n'est pas prêt de redescendre. À partir de là, les complications vont s'enchaîner en cascade, car les instruments de bord affichent maintenant tous des données incohérentes et plongent le duo dans l'incertitude. Au bout de quelques secondes, l'altimètre, l'instrument qui mesure l'altitude de l'appareil, indique une perte de 400 pieds, soit la hauteur d'un immeuble de 4 étages. C'est pas énorme pour un Airbus, mais c'est suffisant pour alerter Pierre-Cédric Bonin, qui a le bon réflexe de tirer sur le manche pour récupérer de l'altitude, et se repositionner manuellement dans son couloir d'origine. En tout cas, c'est ce qu'il pense. En réalité, la 330 n'est pas du tout en perte d'altitude, et les conséquences de cette action vont être dramatiques. Car sans le savoir, Pierre-Cédric Bonin vient en fait de dépasser les 11 500 d'altitude, la hauteur maximum à laquelle un avion peut se maintenir en vol grâce à la portance de l'air. Soudain, une voix synthétique envahit la cabine de pilotage. « Stall, stall !» Cette nouvelle alarme résonne en boucle en même temps qu'une alerte visuelle apparaît sur les écrans. Elle prévient les pilotes que l'Airbus est en train de décrocher. David Robert s'étonne. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas une bonne annonce de vitesse. Mince, on a perdu les vitesses alors? Nous sommes précisément 4 minutes avant l'impact fatal. L'avion commence à chuter. La descente est tellement lente et les données tellement incohérentes que ni Bonin ni Robert ne s'en aperçoivent. À ce moment, on pourrait penser que le destin des 228 passagers et membres d'équipage est déjà définitivement scellé. Sauf que c'est pas le cas. En cas de décrochage, le pilote automatique est censé reprendre tout de suite les commandes pour repositionner l'avion de la bonne façon. Mais là encore, l'équipage du vol AF447 joue d'une terrible malchance. Ce système de secours ne s'enclenche pas. Il vient de tomber en panne. David Robert s'en aperçoit tout de suite, grâce à une nouvelle alarme.
Bonin et lui ont bien compris que depuis le début, un problème technique fait dérailler toutes les données essentielles affichées sur leur écran. Impossible de déterminer laquelle est vraie et laquelle est fausse. Ils pilotent littéralement à l'aveugle, sans être sûrs de pouvoir se fier aux instruments de mesure, dans l'obscurité profonde d'une nuit tropicale. Et ça, personne ne leur a appris à le faire. À ce moment-là, une pointe d'angoisse mêlée à la confusion se fait nettement sentir dans la conversation. Les deux pilotes ont le regard rivé sur les instruments de mesure. Concentrés, ils tentent d'analyser et d'interpréter l'incompréhensible, car la lecture des informations n'a plus aucun sens. David Robert indique à Pierre-Cédric Bonin que d'après les 3 indicateurs de vitesse et d'altitude, l'Airbus est en train de remonter. Il doit donc descendre le nez de l'avion pour revenir à son niveau de vol. D'après ce qu'ils ont sous les yeux, ils ont simplement repris les commandes un peu brusquement après un problème technique inconnu. Et ils essaient de se maintenir manuellement dans leur couloir de vol situé à 35 000 pieds. Aucun d'eux n'a conscience que l'A330 continue de s'enfoncer dans un décrochage. D'ailleurs, l'alarme Stoll se remet à sonner. Et elle ment pas. Par contre, elle contribue énormément à l'état de confusion générale. En principe, cette alerte retentit de façon répétitive et insistante tant que les conditions de décrochage sont détectées. Sauf que dans le cockpit, elle s'arrête pendant un temps, puis se redéclenche subitement, avant de redevenir muette. Après coup, la raison est évidente. À certains moments, les vitesses faussées par la présence des grêlons sont tellement incohérentes ou faibles que l'ordinateur ne parvient pas à déterminer correctement l'état de décrochage. L'alerte cesse, alors que l'avion est encore en train de chuter. Puis elle se redéclenche lorsque les paramètres changent. Pour David Robert, ce n'est donc qu'un énième dysfonctionnement, une erreur à ne pas prendre en compte. Dépassé, il tente quand même de réveiller le commandant Dubois, qui se repose dans sa cabine en insistant sur le bouton d'appel. Il vient ou pas? On a pourtant les moteurs. Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends ce qui se passe? J'ai plus le contrôle de l'avion là. J'ai plus du tout le contrôle de l'avion. Commande à gauche. Mais on est où? C'est quoi là? J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou, non? 2 minutes et 30 secondes avant l'impact. La tension est montée d'un cran dans le cockpit. Elle se ressent jusque dans les voix nouées des 2 pilotes enregistrés par la boîte noire. Lorsque le commandant de bord refait enfin son apparition, plusieurs alarmes retentissent en même temps, et ses 2 collègues sont totalement dépassés. Bien entendu, il ignore complètement la gravité de la situation. Et il ignore surtout que dans moins de 2 minutes, l'avion se pulvérisera sur la surface de l'océan. Surpris, il les interroge. « qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. On a perdu le contrôle de l'avion. On comprend rien. On a tout tenté. Le problème, c'est que j'ai plus de vario là. J'ai plus aucune indication. On n'a plus aucune indication qui soit valable. J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou, non? Qu'est-ce que vous en pensez? » C'est la 2e fois que Bonin remarque ce détail sur la vitesse. Et ce sont pas les instruments qui lui indiquent, mais son ressenti direct. Là où il se trompe, c'est qu'au contraire, la vitesse de l'avion a fortement chuté. Il est en train de tomber comme une feuille morte dans la nuit noire, le nez cabré, autrement dit redressé. Et tous ces changements brutaux de position et d'altitude donnent une fausse impression de survitesse. Cette illusion, mêlée à l'énorme confusion qui règne dans la cabine, éloigne encore un peu plus les 3 hommes de la véritable nature du problème. Ils n'ont plus aucune confiance dans les données qui s'affichent sur le tableau de bord. C'est comme essayer de conduire une voiture avec un bandeau sur les yeux. Pourtant, avec la perte d'altitude, la glace qui bouchait les sondes pitot a fondu, et tous les instruments de bord sont de nouveau parfaitement fonctionnels. Mais ça, ils le savent pas. Ils croient que les informations transmises par l'ordinateur sont encore incohérentes. Pierre-Cédric Bonin, toujours persuadé que l'avion est en survitesse alors qu'il chute, cherche à sortir les aérofreins pour ralentir. Mais le commandant Dubois le stoppe. « Non, surtout pas les freins. » « Non ? Ok, alors on continue à descendre. Le vrai souci, c'est que personne ne sait réellement si l'avion avance trop vite ou trop lentement, ni s'il monte ou s'il descend. Et à seulement 3000 mètres au-dessus de l'océan, les passagers n'ont pas plus conscience que le reste de l'équipage du fait que l'Airbus est en chute libre. Pourtant, l'ambiance est très loin d'être sereine à l'arrière. Entre les violentes secousses qui traversent la cabine et le vacarme de la carcasse métallique qui vibre sur elle-même dans un grondement assourdissant, plus personne ne dort. L'une des hôtesses de l'air qui comprend que quelque chose ne va pas, tente même de joindre plusieurs fois le cockpit, sans succès. David Robert interroge le commandant Dubois d'une voix blanche. Peu à peu, ils comprennent tous les 3 qu'un drame est en train de se jouer. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je sais pas. Là, ça descend. Les instruments de mesure indiquent effectivement d'une manière très précise que l'avion est en train de tomber. 1 minute avant le crash. La suite de la conversation témoigne de la confusion et du trouble qui sature les dernières poignées de secondes avant le drame. Et elle démontre aussi que jusqu'au dernier moment,
Aucun des 3 pilotes n'a vraiment compris que l'Airbus se trouvait en décrochage. Les ailes à plat, l'horizon de secours, commande Dubois. David Robert acquiesce et demande la validation de la vitesse à son collègue, toujours aux commandes de l'appareil. Il le prévient. Tu montes, tu descends. Je suis en train de descendre là. Même Marc Dubois, le commandant chevronné qui cumule plus de 30 ans de vol long courrier, ne s'y retrouve plus. Non, tu montes là, tu montes. Les mains moites de Pierre-Cédric Bonin se resserrent un peu plus autour du manche. Enfoncé dans son siège, David Robert fronce les sourcils en essayant de déchiffrer les codes qui s'affichent et les alarmes qui retentissent sans discontinuer. Car depuis un moment maintenant, l'alerte décrochage sonne en boucle, plus que quelques secondes avant l'impact. Tu es en... Mets les ailes horizontales. Mets les ailes à l'horizontale. C'est ce que je cherche à faire. Mets les ailes horizontales. Je suis à fond avec du gauchissement. Les ailes à l'horizontale. Allez, doucement. On a tout perdu au niveau gauche. J'ai plus rien là. Hein? T'as quoi? Non, attends. On y est. On passe le niveau 100. Attends, moi j'ai des commandes, moi. Hein? Comment ça se fait qu'on continue à descendre à fond là? Essaie de trouver ce que tu peux faire avec tes commandes là-haut. Les primaires, etc. On verra bien. Niveau 100, 9000 pieds. Doucement avec le plafonnier là. Remonte. Mais je suis à fond à cabrer depuis tout à l'heure. Le temps d'une seconde suspendue. David Robert réalise que c'est cette erreur de pilotage qui va les conduire droit au crash. Pierre-Cédric Bonin tire à fond sur le manche depuis le départ en gardant le nez de l'avion relevé, alors qu'il aurait dû le pousser dans le sens opposé pour le redresser. Ni Robert, ni Dubois n'ont pu voir la position des mains de leurs collègues dans l'obscurité du cockpit. Ils ignoraient tous deux que le copilote effectuait la manœuvre contraire à la procédure. Quand David Robert intervient pour faire redescendre le nez de l'Airbus, il est déjà trop tard. Non, remonte plus là. Alors donne-moi les commandes, à moi les commandes. Vas-y, t'as les commandes. Les capteurs de l'avion détectent la surface de l'océan qui se rapproche à vitesse grand V. Et de nouvelles alarmes retentissent. Attention, tu cabres là, je cabre. Mais il faudrait, on est à 4000 pieds là. Tu cabres là, allez tire. Allez on tire. On va taper, c'est pas vrai mais qu'est-ce qui se passe? L'enregistreur vocal du cockpit se coupe une seconde et 4 centièmes plus tard. Le vol AF447 s'explose contre la surface de l'eau et s'enfonce à 4000 mètres de profondeur. Il va y reposer pendant 2 longues années, avant d'être enfin retrouvé. Selon les rapports officiels, aucun des 228 passagers n'a survécu à la tragédie, même si 74 d'entre eux n'ont jamais été retrouvés. Après tant de mois passés sous l'eau, on suppose que les courants et les prédateurs les ont simplement fait disparaître à tout jamais. Le crash du vol AF447 est aujourd'hui considéré comme l'un des plus dramatiques et importants de l'aviation moderne, parce qu'il a mis en lumière le fait que même un avion à la pointe de la technologie n'est pas infaillible. L'accident peut survenir à cause d'une simple combinaison de facteurs techniques et humains. Une panne technique cumulée à la fatigue, au stress et au manque de communication peut malheureusement conduire à la pire des issues. Le plus bouleversant dans cette tragédie, c'est qu'elle s'est nouée au départ à partir de presque rien, des sondes de mesure de vitesse bloquées par la glace. Bien que ce ne soit pas la seule cause de l'accident, c'est l'élément déclencheur. Et c'était pas nouveau. Certains employés de la compagnie avaient déjà alerté Air France quelques années auparavant au sujet de cette faiblesse concernant les sondes Pitot. Rien qu'en 2008, un an avant le crash, 9 anomalies concernant ces sondes avaient été rapportées à Air France et aux constructeurs. Les seuls qui n'étaient pas informés de ces problèmes récurrents étaient les pilotes. Mais comme trop souvent, il aura fallu attendre qu'une catastrophe arrive pour que les responsables se penchent réellement sur le problème et prennent le temps d'y apporter une résolution. Pour ce fait, Air France et Airbus ont été mis en examen pour homicide involontaire. Le premier procès pénal a eu lieu en octobre 2022, devant le tribunal correctionnel de Paris. Les deux groupes en sortent relaxés. Malgré les fautes et les négligences qui sont reconnues, on estime qu'il n'y avait pas de lien assez direct avec la catastrophe pour justifier une condamnation. Peut-être que le juge préféré les chiffreront. À 10 alertes, il y aurait eu une condamnation. Évidemment, le parquet fait appel en 2025. Et le 21 mai 2026, la Cour d'appel de Paris a jugé qu'Airbus et Air France avaient une part de responsabilité non négligeable dans cette catastrophe. 17 ans après la disparition du vol AF447, elles ont été condamnées à payer une amende de 225 000 € chacune. La procédure est encore en cours à ce jour, car une demande de pourvoi en cassation a été déposée. Depuis le drame, un bon nombre de ces modèles de sondes ont fini par être repensés et remplacés par des modèles plus résistants. Au-delà de l'aspect technique, c'est aussi toute la formation des pilotes de ligne qui a été repensée. Au lieu de les laisser s'habituer au mode automatique, la plupart des compagnies aériennes ont renforcé l'entraînement au pilotage manuel. Aujourd'hui, les centres de formation mettent encore plus l'accent sur la reconnaissance d'une situation de décrochage et entraînent les futurs équipages à sortir de ce genre de cas critiques.
Les simulateurs prévoient aussi beaucoup plus de cas où, comme lors du vol AF447, les instruments de vol deviennent incohérents et illisibles. Cette nuit du 31 mai au 1er juin 2009 restera gravée dans la mémoire de beaucoup, non seulement pour la tragédie qu'elle représente, mais aussi parce qu'elle a changé la face de l'aviation, telle qu'on l'imaginait jusque-là. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais moins former des pilotes juste parce que le pilotage automatique fonctionne mieux, je trouve ça limite criminel en fait. Je suis curieux d'avoir ton avis en commentaire, mais pour moi, Air France est totalement responsable sur ce point. D'ailleurs, c'est pas la première vidéo où Air France est impliquée, mais ils étaient clairement moins responsables dans l'affaire de la prise d'otage de Marignane à Marseille. Tu peux aller voir la vidéo parce qu'elle est sur ma chaîne. On est arrivé au bout de cette enquête, un grand merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément, et on se dit à très vite, bye.